Dans la petite ville de Pinnerest, le soleil déclinait lentement, noyant les montagnes du Montana dans une lumière dorée aux teintes mélancoliques. Sur le perron de la vieille maison Mitchell, désormais abandonnée, une silhouette familière demeurait immobile. Le berger allemand, que tout le monde appelait le chien fantôme, était là, encore, fidèle, inébranlable. Peu importe la pluie ou le soleil, la tempête ou la canicule, il n'avait jamais quitté son poste. Ses yeux sombres, pleins d'une patience farouche, scrutaient l'horizon avec une intensité presque irréelle. Chaque passant, chaque habitant du village avait appris à détourner légèrement les yeux en le croisant, troublé par ce regard hanté, aussi chargé de promesses silencieuses que de souvenirs oubliés. Il disait qu'il était apparu là, 4 ans plus tôt, sans prévenir. Depuis, il avait refusé de partir, comme enraciné par une force invisible. Ce soir-là, alors que les premières bourrasques d'une tempête approchaient, son pelage se hérissait sous les coups de vent violents. Un éclair fendit le ciel, illuminant fugacement son visage marqué par les années, par les saisons impitoyables et l'attente. Ses traits s'étaient creusés, ses muscles fondus par le temps, mais il conservait cette dignité étrange qui mettait mal à l'aise ceux qui osaient le regarder trop longtemps. Le tonnerre roula au loin, et alors que la pluie commençait à tomber en larges gouttes froides, le chien, impassible, demeura. Seul un infime tressaillement de ses oreilles trahit son attention lorsqu'une paire de phares jaillit au loin, découpant la nuit qui s'installait. Quelque chose, pourtant, semblait différent. Pour la première fois depuis si longtemps, sa queue remua, incertaine, hésitante. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous regardez. Maintenant, poursuivons notre histoire. À travers cette averse naissante, Pinnerest se révélait dans toute sa rudesse. Ce n'était pas une ville de cartes postales, malgré la splendeur sauvage de ses montagnes. C'était une terre de hiver impitoyable et d'été trop bref, où chacun apprenait très tôt à se mêler de ses affaires et à laisser ses voisins faire de même. Le vieux Mitchell House, autrefois éclatant de jaune et de rire d'enfants, s'était terni jusqu'à devenir une masse grise, un monument silencieux d'une époque révolue. Tout comme ce chien qui semblait incarner à lui seul le souvenir douloureux de cette famille disparue. Son collier, usé et terni par les intempéries, portait un nom, Max. Certains racontaient qu'il appartenait aux Mitchells, mais les souvenirs s'étiolaient, et bien peu se souvenaient encore de ce qui avait précipité leur départ précipité, enveloppé de murmures de scandales et de faillites. Quoi qu'il en soit, Max était resté, fidèle à sa garde invisible. Chaque matin, il arpentait le terrain en un rituel immuable avant de regagner son perron. Chaque soir, il reposait sa tête lourde sur ses pattes, sans jamais sombrer totalement dans le sommeil, toujours prêt, toujours en alerte. À travers cette scène figée, un nouveau personnage fit son entrée. Abigail Thompson, surnommée Abby par presque tout le monde, sauf par son père Frank, qui persistait à l'appeler affectueusement « ma petite dame », dans une voix chargée d'une tristesse qu'il ne pouvait dissimuler. À 10 ans seulement, Abby portait déjà le poids d'un deuil qui dépassait son âge. 8 mois plus tôt, la maladie avait emporté sa mère, laissant un vide que ni le déménagement à Pinnerest, ni les nouveaux départs n'avaient réussi à combler. Il s'était installé dans la modeste maison juste en face du Mitchell House. Et bien que Frank ne l'avoua jamais ouvertement, la proximité avec ce lieu chargé de silence semblait l'oppresser. Leur seul voisin immédiat, Harold Baker, un vétéran du Vietnam aussi taciturne que bourru, observait tout depuis son porche adjacent, sa vigilance intacte, comme s'il n'avait jamais quitté la jungle asiatique. Il pestait souvent contre ce fichu clébard, tout en déposant discrètement des gamelles d'eau pendant les étés les plus rudes, un geste qu'il niait farouchement lorsqu'on l'interrogeait. À l'approche de l'hiver, alors que l'automne cédait doucement sa place aux premiers frissons de novembre, les destins de ces âmes cabossées allaient se mêler de manière inattendue autour du dernier fragment vivant de la famille Adi Mitchell, Max. Le matin du premier flocon, Abby, emmitouflée dans l'écharpe de sa mère, encore imprégnée de son parfum de lavande, contempla le tapis immaculé de neige qui recouvrait Pinnerest. L'école était devenue pour elle un lieu froid et distant, où les regards appuyés et les chuchotements l'avaient rapidement cataloguée comme étrangère. Son père était déjà parti travailler au moulin à bois, lui laissant un bol de céréales et un mot griffonné à la hâte sur le plan de travail. S'armant d'une détermination neuve, Abby décida d'explorer son nouveau quartier.
Son regard fut irrésistiblement attiré par la silhouette figée du berger allemand sur le perron décrépit. Leurs yeux se croisèrent à travers le voile de neige légère et un frisson inconnu parcourut la fillette. Ce qu'elle lut dans ce regard n'était ni la peur ni l'agressivité. C'était plus complexe. C'était un écho de ce qu'elle ressentait elle-même. Une solitude insondable mêlée à une obstination farouche. « Il est là depuis toujours », grommela une voix rauque la faisant sursauter. Harold Baker, emmitouflé dans une veste militaire usée, s'était approché de sa clôture. 4 ans plus ou moins. Aussi têtu qu'un mulet. « Comment il s'appelle » osa demander Abby, la voix tremblante d'émotion. « Max » répondit Harold, reniflant bruyamment comme pour masquer son attendrissement. « D'après sa médaille, il appartenait au Mitchell, je suppose. Ce fichu chien aurait dû partir comme tout le monde. » « Pourquoi personne ne l'a recueilli » s'étonna Abby. Harold éclata d'un rire sec comme des feuilles mortes. « Beaucoup ont essayé. Même les services animaliers sont venus 3 fois. Mais ils trouvent toujours le moyen de revenir ici. Le maire veut s'en débarrasser, dit qu'il donne une mauvaise image de notre ville. » Harold se racla la gorge, l'air soudain moins hostile. « Mais il fait pas de mal à ceux qui le laissent le tranquille. » Pour Abby, il était déjà trop tard. Max avait planté ses griffes dans son cœur. Cet après-midi-là, armée d'un morceau de sandwich à la dinde, elle traversa prudemment la rue. Le chien la fixa sans bouger, observant chacun de ses pas. Lorsqu'elle fut assez proche, il recula d'un pas, les poils légèrement hérissés. Abby s'arrêta, tendit la main et murmura « Tout va bien, je suis juste venu être ton ami. » Max ne grogna pas, mais il resta en retrait méfiant. Abby déposa doucement le sandwich sur la première marche du perron et recula lentement. « Je reviendrai demain », lui promit-elle à voix basse, et elle revint. Chaque jour, sous la neige, dans le froid mordant, la fillette s'asseyait en tailleur devant le perron, parlant doucement à Max de son école, de sa maman, de ses difficultés à se faire des amis. D'abord, il attendait qu'elle parte pour manger. Puis, petit à petit, il s'approcha. Au bout de 3 semaines, Max acceptait de prendre la nourriture directement de sa main. Lorsqu'elle gratta doucement derrière ses oreilles, pour la première fois, il posa sa tête lourdement sur ses genoux, dans un geste de confiance infinie. « Vous formez une sacrée équipe », commenta un jour Madame Winters, la bibliothécaire du village, arrêtant sa vieille voiture pour observer la scène attendrissante. « C'est la première fois que je vois ce chien laisser quelqu'un s'approcher autant. Il s'appelle Max », corrigea Abby, avec une fierté vibrante dans la voix, caressant doucement l'encolure du berger allemand. Madame Winters sourit, son regard se perdant un instant dans le passé. Le pauvre Max, il attend depuis que les Mitchell sont partis. C'est triste, ce qui leur est arrivé. « Qu'est-ce qui leur est arrivé ?» demanda Abby, avide de comprendre. La vieille femme hésita, son visage se refermant. « Ce n'est pas vraiment mon histoire à raconter, ma chérie. Mais si tu veux en savoir plus, la Société historique conserve d'anciens articles de journaux. » Avec un dernier regard lourd de sous-entendu, elle s'éloigna. Le jour suivant, après l'école, Abby fila droite à la petite bibliothèque municipale. Dans l'obscurité feutrée de la cave où s'entassaient les archives poussiéreuses, elle trouva peu de choses sur les Mitchell. Une annonce d'arrivée, 6 ans auparavant, mentionnant James Mitchell, nouveau directeur régional de la banque, et quelques brèves élogieuses. Rien sur leur départ précipité. Rien sur le scandale, juste un vide inconfortable. Pendant ce temps, leur histoire commençait à circuler dans le village. La fillette qui avait apprivoisé le chien fantôme. À table ce soir-là, Frank Thompson fronça les sourcils en entendant Abby parler avec enthousiasme de Max. « Cet animal pourrait être malade, ou pire, » objecta-t-il. Harold Baker a dit qu'il avait failli le mordre une fois. « Monsieur Baker lui lance des pierres », protesta Abby, poussant ses petits pois d'un air buté sur son assiette. « Et Max n'est pas un animal, il attend quelqu'un, je le sais. » Frank soupira profondément, l'épuisement de la parentalité solitaire creusant ses traits. « Abby, tout n'a pas de fin heureuse. Parfois, les gens ou les animaux sont abandonnés. C'est juste comme ça. La colère jaillit, incontrôlable. Comme maman nous a laissés, un silence brutal s'abattit sur la pièce, aussi tranchant qu'une gifle. La fourchette de Frank tomba dans son assiette avec fracas. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était rauque d'émotion. « Ce n'est pas pareil, Abigail. Ta mère n'a pas choisi de partir. Et Max non plus, souffla-t-elle, les larmes au bord des yeux. Le week-end suivant, une réunion municipale agitée mit le chien au centre des débats. Le maire Knowles, soucieux de l'image de la ville, exigeait que Max soit capturé et retiré du Mitchell House. Le promoteur Calvin Reed, tout sourire carnassier, approuva bruyamment.
Mais à la surprise générale, plusieurs habitants prirent la parole en faveur de Max. Madame Winters évoqua la douceur du chien envers Abby. Monsieur Gunderson rappela que l'an dernier, Max avait aboyé sans relâche devant chez Miss Abernathy, alertant les voisins lorsqu'elle avait fait une chute. Puis, contre toute attente, Harold Baker, le vieil homme bourru, se leva et gronda « Ce chien-là a plus de loyauté que beaucoup d'êtres humains. Il ne dérange personne tant qu'on le laisse tranquille. » La décision fut reportée. Max obtenait un sursis. Mais son avenir restait incertain. Cette nuit-là, une dispute éclata entre Abby et son père. Elle voulait continuer à voir Max. Frank, lui, refusait de risquer de perdre sa fille après avoir déjà perdu sa femme. « Je ne peux pas te perdre aussi !» cria-t-il, la voix brisée. La douleur dans ses yeux faillit faire flancher Abby. Mais elle ne pouvait pas renoncer. Max comptait sur elle. Personne d'autre ne comprenait ce lien silencieux entre deux êtres écorchés par l'abandon. Le lendemain matin, tout bascula. Abby trouva sur le seuil de leur maison le collier de Max, sectionné net. En panique, elle courut jusqu'au Mitchell House. Le perron était vide. Pour la première fois en 4 ans. Elle appela son nom, encore et encore, sa voix se brisant dans l'air glacé. Mais seul le vent lui répondit « Tu cherches ton chien errant ?» lança une voix mielleuse derrière elle. Calvin Reed, adossé à son rutilant SUV, arborait un sourire satisfait. « La fourrière l'a récupéré ce matin, ordre du maire ?» Abby serra le collier contre son cœur, révolté. « Vous n'avez pas le droit ?» Reed haussa les épaules avec une fausse compassion. « Conseil municipal ou pas, le maire a le pouvoir de retirer un animal nuisible. De toute façon, ce chien n'avait pas d'avenir ici. » Il jeta un regard méprisant à la maison Mitchell. Ce taudis aussi doit disparaître. Place au progrès, il partit en ricanant, laissant Abby seule dans la neige fondue, le cœur brisé. Harold Baker, qui avait observé la scène depuis sa clôture, s'approcha lentement. Abby lui montra le collier, les yeux brillants de larmes. « Ils ont pris Max !» sanglota-t-elle. « On doit faire quelque chose. » Le vieux vétéran resta impassible. « Ce n'est pas mon problème, gamine. »« Mais vous l'avez défendu au conseil ?» s'écria Abby. Harold détourna le regard, mal à l'aise. Après un long silence, il maugréa. « La fourrière du comté ouvre à 10 heures. Whitefish est à 45 minutes d'ici. » Puis, sans autre explication, il tourna les talons. Abby sut qu'elle était seule, son père ne l'aiderait pas. Il serait même soulagé que Max disparaisse. Alors, elle fit ce qu'elle pouvait. Elle vida sa tirelire. 23 $ et 42 cents, pas assez pour un taxi. Le bus ne circulait que les jours de semaine. Désemparée, elle s'assit sur le perron, le collier de Max serré entre ses doigts, gelé, priant pour un miracle. Et le miracle arriva. Un vieux pick-up cabossé s'arrêta devant sa maison. Harold Baker abaissa la vitre du passager. « Tu montes ou pas ?» grogna-t-il. Sans hésiter, Abby bondit dans le camion. Le trajet jusqu'à Whitefish se fit dans un silence pesant. À mi-chemin, Harold rompit le silence. « Ton père sait que tu es parti ?» Abby baissa la tête. « J'ai laissé un mot. » Le vieux grogna, mais n'ajouta rien. Ses mains rugueuses se crispèrent sur le volant. « T'es têtu » lâcha-t-il enfin, comme ce fichu chien. Abby resta silencieuse. Elle savait que Harold, derrière ses airs bourrus, comprenait mieux que personne ce que signifiait être abandonné. Arrivés à la fourrière, l'odeur de désinfectant et les aboiements désespérés des chiens leur tombèrent dessus comme une chape de plomb. « On cherche un berger allemand ramassé ce matin à Pinrest », annonça Harold à la réceptionniste. La femme tapa sur son clavier et leva les yeux, suspicieuse. « Ah oui, le chien des Mitchell. Il est en zone de quarantaine 3. » Elle plissa les yeux. « Vous êtes les propriétaires ?» Amis de la famille, répliqua Harold sans hésiter. Elle haussa un sourcil sceptique, mais les laissa passer. Les aboiements se faisaient assourdissants, tandis qu'ils traversaient les allées de cages froides et métalliques. Chaque pas résonnait sur le sol de béton, chaque regard suppliant derrière les barreaux pesait sur le cœur d'Abby. Mais elle ne s'arrêta pas. Son regard cherchait un seul chien, son chien. Ils le trouvèrent au fond du couloir, dans la dernière cage. Maximum. Le berger allemand se tenait debout, raide et tendu, les yeux fixés sur la porte comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'ouvre. Quand il aperçut Abby, son attitude changea immédiatement. Ses oreilles se dressèrent, son corps tout entier se tendit d'espoir. Un gémissement brisa le tumulte ambiant, un son si déchirant qu'Abby sentit les larmes monter instantanément. « Max !» appela-t-elle, tombant à genoux devant la cage. Le chien s'élança contre les barreaux, pressant son museau contre eux avec une urgence désespérée. Abby glissa ses doigts à travers l'ouverture, caressant la fourrure rêche. « On va te sortir de là », chuchota-t-elle. La femme de l'accueil arriva, son expression neutre. « La libération coûtera 85 $. Il faudra aussi une preuve d'adresse
et une pièce d'identité. Harold tendit son portefeuille sans hésiter. J'habite juste à côté de la maison où ce chien est resté pendant 4 ans. La femme hocha la tête, mais son visage resta fermé. Vous n'êtes pas son propriétaire officiel. Sans preuve formelle, il est classé comme chien errant. Il doit rester ici pour une période d'attente légale de 7 jours. Ensuite, s'il n'est pas réclamé par ses propriétaires, il sera évalué pour adoption. Abby sentit son cœur se serrer. « Et s'il échoue à l'évaluation ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le silence de la femme fut plus éloquent que toutes les réponses. Harold se redressa, son regard d'acier vrillait sur la réceptionniste. Ce chien a attendu au même endroit pendant 4 ans. Il appartient aux Mitchells. « Je n'y peux rien, monsieur. » Son ton se fit presque compatissant. « Je ne fais qu'appliquer la loi. » 1 heure de négociations stériles plus tard, ils durent quitter l'établissement sans Max. Le retour vers Pinnerest fut encore plus silencieux que l'aller. Abby, le front appuyé contre la vitre glacée, serrait toujours le collier tranché de Max entre ses doigts. À mi-chemin, Harold rompit le silence, sa voix rauque emplie d'une émotion rare. En âme, on avait un chien, un berger allemand comme Max. Il nous a sauvés plus de fois que je peux compter. Il s'interrompit, la gorge serrée. Quand on s'est retiré, il inspira profondément. Ils l'ont laissé derrière, classé comme du matériel militaire. Abby ne dit rien, sentant l'ampleur du chagrin contenu dans ces mots simples. « Peut-être que, » reprit Harold d'une voix plus douce, « c'est pour ça que je ne pouvais pas laisser Max tomber. Lorsqu'ils revinrent en ville, ils n'allèrent pas directement chez eux. Cette fois, Harold franchit la clôture rouillée du Mitchell House, Abby sur ses talons. Il hésita un instant devant la porte d'entrée, comme s'il violait un sanctuaire. « Jamais mis les pieds tôt ici, » admit-il. « Me semblait que c'était pas mon affaire. » La porte était verrouillée. Mais une fenêtre arrière, mal fermée, céda sous leur insistance. L'intérieur de la maison était figé dans le temps. Les meubles recouverts de draps, la vaisselle encore dans les placards, les cadres poussiéreux sur les murs. C'était comme si les Mitchell étaient partis en pensant revenir le lendemain. Dans une chambre d'enfant, Abby trouva une photo, un petit garçon aux cheveux sombres, riant aux éclats, les bras passés autour du cou d'un jeune Max. « Ethan Mitchell », murmura Harold en reconnaissant l'enfant. Il devait avoir 4 ans à l'époque. Sur une étagère, Abby découvrit un classeur abîmé par le temps. À l'intérieur, une enveloppe contenant des factures. L'adresse figurant dessus était à Bozeman. « Ils sont toujours dans le Montana !» s'exclama Abby, ses yeux brillants d'espoir. Harold hocha la tête, son visage grave. « Question est, voudront-ils encore de Max après tout ce temps ?» Il s'apprêtait à repartir lorsqu'un bruit sec les figea. La poignée de la porte d'entrée tourna lentement. « Qui est là-dedans ?» appela une voix tendue. « Je vous jure que si c'est encore Webé, je vous arrête. » La porte s'ouvrit brusquement, révélant Frank Thompson, suivi de près par le maire Knowles et Calvin Reed. Le visage de Frank oscillait entre soulagement, colère et confusion. « Abby, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'étais mort d'inquiétude. Avant qu'elle ne puisse répondre, Reed s'avança, un sourire triomphant aux lèvres. « Introduction par effraction », annonça-t-il froidement. « Vous savez ce que ça veut dire, Thompson ?» Frank serra les poings, mais se contint. « Nous sommes ici pour sauver Max », expliqua Abby, brandissant la photo du petit Ethan enlacé à Max. Reed ricana. « Ce chien est un danger public. La propriété Mitchell est sur le point d'être cédée légalement. Vous enfreignez la loi. » Harold s'interposa entre Reed et Abby, son regard crépitant d'une colère glacée. « Les Mitchell possèdent encore cette maison. Les taxes sont à jour. Pas encore vendues, Reed. » Le maire Knowles, mal à l'aise, confirma à contre-cœur. Abby, la voix tremblante mais forte, poursuivit. « Max n'est pas un chien errant. Il attend sa famille. Et on a trouvé leur nouvelle adresse. » Reed et Knowles échangèrent un regard inquiet que Harold ne manqua pas de capter. Frank s'avança, prenant Abby par l'épaule. « Allons-nous-en. Ce qui se passe ici dépasse de loin un simple chien. » En quittant la maison, Frank eut une brève conversation à voix basse avec Harold. Abby, du haut de ses 10 ans, savait que les choses venaient de changer. Elle le sentait dans l'air froid de l'hiver, dans la tension des adultes autour d'elle. Cette nuit-là, elle entendit son père passer des appels téléphoniques fiévreux, prononçant des mots comme « commission bancaire d'État » et « révision des preuves ». Un frémissement d'espoir naquit en elle. Max n'était pas encore sauvé. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seule à se battre. 3 jours passèrent, lourds d'attente et d'inquiétude. Abby se rendait chaque jour devant la maison Mitchell, espérant contre toute logique voir la silhouette familière de Max sur le perron. Mais le perron restait désespérément vide, noyé sous la neige fraîche. Le vide,
qu'il laissait semblait résonner à travers tout Pinnerest, comme un cœur qui aurait cessé de battre. Le 4e matin, un bruit de camion se fit entendre dans l'allée. Abby accourut à la porte juste à temps pour voir Harold Baker, son visage fermé comme une armure, descendre de son vieux pick-up tenant une grande enveloppe sous son bras. « Faut que vous voyiez ça », lança-t-il sans préambule à Frank, qui venait de le rejoindre sur le perron. Abby se glissa silencieusement derrière eux, le souffle suspendu, tandis qu'il s'installait à la table de la cuisine. Harold étala le contenu de l'enveloppe, des relevés bancaires, des notes manuscrites, des copies d'emails. Frank parcourut les documents avec une intensité croissante. « Le timing ne colle pas », murmura-t-il en tapotant l'un des relevés. Ces transactions ont été enregistrées après la désactivation des accès de James Mitchell. Harold hocha la tête, son expression grave. Quelqu'un a utilisé ces identifiants et devine qui siégeait au conseil d'administration de la banque à l'époque. Les yeux d'Abby s'agrandirent alors que la réponse se formait dans son esprit. « Monsieur Reed », souffla-t-elle. Frank et Harold échangèrent un regard impressionné. « Futez ta gamine », grommela Harold. Frank se frotta le visage, accablé. Reed a eu accès. Il avait le mobile, l'opportunité, et maintenant il essaye de tout acheter à bas prix. Abby serra les poings. « On doit retrouver les Mitchell. Ils doivent le savoir. Et ils doivent venir chercher Max. » Frank soupira, la fatigue creusant ses traits. « Même si on arrive à les trouver, ce ne sera pas si simple. Après tout ce qu'ils ont traversé, ils auront peut-être peur de revenir. Et il n'est pas dit qu'ils pourront récupérer Max. » Abby le fixa, les yeux brillants d'une détermination farouche. « Max n'a jamais abandonné. Pas en 4 ans, nous non plus. » Le regard de Frank s'adoucit. Il tira sa fille dans ses bras. « D'accord, princesse, on va essayer. » Le lendemain matin, Frank prit la route seul pour Bozeman, laissant Abby sous la garde réticente mais bienveillante de Harold. L'après-midi sembla s'étirer indéfiniment. Abby et Harold passèrent le temps à boire du chocolat chaud et à jouer aux dames, dans un silence ponctué seulement par les craquements du vieux poêle. Quand Frank revint enfin, la nuit tombait sur Pinnerest. Son visage était grave. « Il n'était plus à Bozeman », annonça-t-il d'une voix basse. « Ils ont déménagé à Missoula il y a 6 mois. » Le cœur d'Abby se serra mais elle se força à demander « Et tu as leur nouvelle adresse ?» Frank hocha la tête. « Oui. » Elle se redressa pleine d'espoir. « Tu es allé les voir ?» Frank soupira hésitant. « Pas encore. Je voulais réfléchir à la meilleure manière de faire. Ils ont reconstruit une vie discrète là-bas. James travaille sur des chantiers. Sarah est caissière dans une petite supérette. Ils ont perdu leur maison, leur statut. Tout. » Harold fronça les sourcils. « Et ils devraient savoir que ce n'était pas leur faute. » Frank acquiesça. « J'ai aussi découvert autre chose. Le dossier d'accusation contre James Mitchell n'a jamais été clôturé proprement. Il a accepté un accord, abandonné toute prétention à sa maison et payé une restitution pour éviter la prison. Mais s'il a été piégé, on peut prouver son innocence, » s'écria Abby. Frank secoua la tête amère. « Ce ne sera pas simple, tout ce que nous avons pour l'instant est considéré comme circonstanciel. Pour rouvrir l'affaire, il nous faudrait des preuves directes. » Harold tapota pensivement la table du doigt. « Martin Guthrie pourrait nous aider. » Frank leva un sourcil interrogateur. « Ancien directeur de la First Bank of Montana, » expliqua Harold. « Mentor de James. Il n'a jamais cru en sa culpabilité. S'il a encore des dossiers ?» L'espoir renaissait. Mais le temps pressait. La période d'attente de Max à la fourrière se terminait dans moins de 24 heures. Cette nuit-là, Abby ne trouva pas le sommeil. Elle resta blottie sous sa couverture, écoutant le vent secouer la maison, ses pensées tournant en boucle autour de Max, seule dans une cage froide. Peu avant minuit, elle entendit la porte d'entrée grincer. Se faufilant jusqu'à la fenêtre, elle vit la voiture de son père s'éloigner dans la nuit. Il était parti faire quelque chose, elle en était certaine. Le lendemain, Frank revint, épuisé, mais triomphant. Il posa une clé USB sur la table, le regard sombre. « Martin Guthrie nous envoie ses salutations », dit-il simplement. Harold, arrivé peu après, saisit la clé et la brancha sur son vieux portable. Des dizaines de documents s'affichèrent, relevés de connexions informatiques, historiques de transactions, copies d'emails entre Calvin Reed et des comptes offshore. Frank, la mâchoire serrée, énonça d'une voix dure « C'est suffisant pour rouvrir l'enquête. » Mais il y avait un autre problème, plus pressant. Ce n'est pas suffisant pour sauver Max aujourd'hui. Le regard d'Abby se remplit de larmes. Son chien, son ami, son héros. Il n'avait plus qu'une poignée d'heures avant que Max ne soit évalué pour l'adoption. Ou pire, dans la lumière grise de ce matin d'hiver, chaque seconde semblait s'écouler comme du plomb.
Abby, Harold et Frank étaient rassemblés autour de la table de cuisine, silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Max était là-bas, seul, et son sort se décidait sans eux. L'angoisse rongeait Abby comme un feu invisible. C'est alors qu'Harold se racla la gorge, une lueur hésitante dans les yeux. « J'ai peut-être une solution temporaire », déclara-t-il d'une voix grave. Frank et Abby levèrent la tête brusquement. « J'ai parlé à David Larson, celui qui gère la fourrière. J'ai appelé un vieux service. Il accepte de me confier Max, à titre de famille d'accueil, le temps que l'affaire de propriété soit éclaircie. » Le cœur d'Abby faillit exploser de soulagement. « Ça veut dire qu'on peut le ramener ici ?» Harold hocha lentement la tête. « Chez moi, oui. Pas dans votre maison pour l'instant. Officiellement, c'est temporaire. » Frank posa la main sur l'épaule de Harold, une gratitude sincère dans son regard. « Merci Harold. Faites pas de moi un héros, grommela-t-il. C'est ce chien qui mérite votre reconnaissance. » Moins de 3 heures plus tard, Harold se gara devant sa maison. Dans le siège passager, Max, amaigri, l'air fatigué mais vivant, regardait par la vitre avec une intensité muette. Quand Harold ouvrit la porte, Max descendit précautionneusement du pick-up, ses pattes s'enfonçant légèrement dans la neige fraîche. Il tourna immédiatement son regard vers le Mitchell House, comme aimanté par ce lieu qu'il avait protégé durant tant d'années. La tension dans son corps, sa posture alerte, tout montrait que son esprit était resté fixé sur sa mission. « Doucement, mon vieux », murmura Harold, tenant fermement la laisse. « Pas encore. » Au cours des 2 jours suivants, Max s'installa chez Harold. Il acceptait la nourriture, l'eau et les couvertures chaudes, mais il restait anxieux, tendu, le regard sans cesse tourné vers la maison de l'autre côté de la rue. Il passait des heures à scruter l'horizon, comme s'il craignait de rater leur retour. À l'intérieur, Frank s'activait, il multipliait les appels, compilait les preuves, harcelait les autorités compétentes. La clé USB remise par Martin Guthrie avait ouvert des portes, mais la machine administrative avançait lentement. Trop lentement pour un chien dont chaque jour comptait. Calvin Reed, lui, sentant l'étau se resserrer, accéléra son projet. Il programme la signature du contrat d'achat de la Mitchell House pour la fin de la semaine. Le mercredi matin, Harold reçut la visite du maire Knowles et du shérif Denton. Leurs visages étaient fermés, leurs intentions claires. « Nous avons reçu une plainte » annonça froidement le maire. « Il paraît que vous hébergez un animal dangereux. » Harold croisa les bras, son regard d'acier défiant. Aucun danger ici, juste un chien qui attend sa famille. Le shérif Denton paraissait mal à l'aise. Monsieur Reed affirme que le chien l'a agressé hier en inspectant la propriété voisine. Reed n'a jamais mis les pieds chez moi, rétorqua Harold, son ton glacial. Et Max n'a pas quitté mon terrain. Le maire Knowles, implacable, sortit une feuille de papier. Selon la loi, après une plainte pour dangerosité, l'animal doit être remis aux autorités pour évaluation. Déjà, des voisins sortaient sur leur porche, attirés par la confrontation. Parmi eux, Frank et Abby, suivis par Madame Winters et d'autres figures familières. Frank s'avança, déterminé. « C'est du harcèlement. Calvin Reed essaie d'éliminer toute opposition à ses projets. Ça suffit. » Le shérif Denton, visiblement embarrassé, tenta de calmer la situation. « Frank, je fais juste mon boulot. » « Ton boulot est aussi d'enquêter sur les plaintes mensongères, » répliqua Frank avec fermeté. Reed veut se débarrasser de ce chien parce qu'il est le symbole vivant de sa trahison. Une tension électrique envahit l'air glacial. Alors que le maire insistait pour la remise immédiate de Max, une voiture s'arrêta brusquement devant la maison. Une berline poussiéreuse avec une plaque extérieure. En sortirent un homme aux traits marqués, une femme aux yeux fatigués et un garçon aux cheveux sombres. James Mitchell, Sarah Mitchell, Ethan Mitchell. Pendant un moment suspendu, tout le monde resta figé. Max, sentant quelque chose, se redressa lentement. Ses oreilles s'orientèrent, son corps tout entier vibrant d'une émotion si pure qu'Abby sentit un sanglot lui monter à la gorge. James fit un pas en avant, les yeux écarquillés. « Max ? Mon Dieu, c'est vraiment toi ?» Le berger allemand, en un éclair, se libéra de la prise d'Harold et bondit, ignorant sa douleur, courant à travers la neige vers son maître. Le choc de son corps contre James faillit le faire tomber. Max émit un gémissement aigu, un mélange de joie et de soulagement, en enfouissant sa tête contre la poitrine de l'homme. Sarah éclata en sanglots, portant les mains à son visage. Ethan, figé d'abord par l'incertitude, s'approcha timidement. Max, comprenant immédiatement, se tourna vers lui, posant doucement une patte sur son bras. Le garçon éclata en larmes, se jetant à genoux pour étreindre son vieil ami. La foule se tenait là, témoin d'un miracle silencieux.
un chien qui n'avait jamais abandonné, une famille qui, contre toute attente, revenait à lui. La scène sur le perron de Harold Baker semblait irréelle, presque sacrée. Sous les flocons tourbillonnants, Max, le vieux berger allemand marqué par les ans et les intempéries, retrouvait enfin ce qu'il avait attendu des années durant, sa famille. James Mitchell, à genoux dans la neige, n'osait plus lâcher son chien, comme s'il craignait que le simple fait de cligner des yeux n'efface ce miracle. Sarah, les larmes coulant librement sur ses joues, s'était accroupie à côté d'eux, ses mains caressant le pelage rêche de Max. Ethan, encore hésitant, se laissa guider par sa mère. Le garçon approcha timidement, sa petite main tremblante tendue vers Max. Le chien, avec une douceur infinie, lécha sa main, scellant en silence le lien d'amour indéfectible qu'ils partageaient. Abby, en retrait, observait la scène, son cœur gonflé d'une fierté immense. Elle savait que Max n'aurait jamais survécu sans espoir. Et maintenant, cet espoir trouvait enfin sa récompense. Le maire Knowles, qui assistait à cette réunion inattendue, semblait perdu. Quant à Calvin Reed, il reculait déjà, comprenant qu'il perdait le contrôle de la situation. Le shérif Denton, lui, ne cacha pas son soulagement. James se redressa lentement, la main sur la tête de Max. « Je crois que cela règle la question de la propriété de ce chien », dit-il d'une voix calme mais ferme. Le shérif hocha la tête. « Cela règle tout, en effet. » Reed s'avança néanmoins, la rage crispant ses traits. « La propriété Mitchell est toujours en vente, cracha-t-il. Le contrat doit être signé lundi. Cette réunion sentimentale ne change rien aux obligations légales. » James le fixa sans ciller. « Nous verrons cela, répondit-il froidement. Reed, furieux, tourna les talons et s'éloigna sans un mot de plus. Alors que les habitants de Pinnerest retournaient à leurs affaires, Frank, Harold, Abby et la famille Mitchell se réfugièrent dans la maison de Harold pour s'abriter du froid. Max, bien que fatigué, se tenait droit, les yeux brillants d'une lumière retrouvée. Pourtant, Sarah, inquiète, remarqua les traces de sang que Max laissait derrière lui dans la neige. « Il est blessé !» s'écria-t-elle. Ethan se pencha aussitôt sur son compagnon paniqué. Dr Foster, appelé en urgence, arriva peu après portant sa trousse de secours. « Il a rouvert sa plaie en courant », constata-t-elle en examinant Max. « C'est profond, et il a perdu beaucoup de sang. Il faut intervenir immédiatement. » Avec le calme d'une femme ayant vu son lot d'urgence, elle transforma la grande table de Harold en salle d'opération improvisée. Abby, Sarah et Frank aidèrent, comme ils le purent, apportant des bougies, du désinfectant et des couvertures. Dans l'atmosphère tendue et silencieuse, alors que la tempête de neige redoublait de force dehors, Dr Foster travailla sans relâche pour sauver Max. Le vieux chien, stoïque, supportait la douleur sans un gémissement. Son regard rivé sur James et Ethan. « C'est un dur !» murmura Dr Foster en essuyant son front. Un vrai survivant. Quand l'opération fut terminée, Max gisait endormi mais vivant. Son flanc avait été recousu, désinfecté et enveloppé dans des bandages propres. « Il va s'en sortir !» déclara Dr Foster avec un sourire fatigué. « Mais il lui faudra du repos et beaucoup de soins. » Abby poussa un soupir de soulagement, ses épaules retombant sous la libération soudaine de la tension. Max vivrait, il avait retrouvé sa famille. Mais la bataille n'était pas encore terminée. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons d'un soleil pâle filtraient à travers la tempête en train de s'épuiser, Frank, Harold et James se retrouvèrent autour du vieux poêle à bois. « Reed ne va pas abandonner », prévint Frank. « Il va tout faire pour pousser la vente de la maison. » « Même avec le retour de James ?» demanda Sarah, encore blottie contre Ethan sur un vieux canapé râpé. Il s'appuie sur le fait que James a signé un accord il y a 4 ans, renonçant à toute revendication sur sa propriété, expliqua Frank, même si cet accord a été obtenu par fraude. Harold tapota sa pipe vide contre sa botte. C'est pour ça qu'il faut rendre publique la vérité. Et la vérité, il l'avait. Les documents de Martin Guthrie, les preuves du montage de Reed, les témoignages qui affluaient désormais de toute la ville. Car dans le sillage du retour des Mitchell, une vague inattendue était née. La colère des habitants de Pinnerest. Beaucoup avaient des histoires à raconter sur Reed. Menaces, manipulations, achats forcés, la confiance en lui se fissurait et l'édifice qu'il avait patiemment construit menaçait de s'effondrer. Le soir même, le shérif Denton passa chez Harold. Il portait de mauvaises nouvelles, mais aussi un éclat d'espoir. Reed a poussé un juge de district à signer un ordre d'inspection accéléré pour la maison Mitchell, expliqua-t-il. Ils veulent finaliser la vente avant que l'enquête sur la fraude bancaire ne soit officiellement ouverte. Frank se leva d'un bond. « Ils veulent nous forcer la main !» Le shérif leva une main apaisante.
J'ai déclaré l'état d'urgence pour Pinnerest en raison de la tempête. Cela suspend tous les actes notariés et transactions pour 72 heures. Un silence stupéfait suivit. 3 jours, murmura James, comprenant l'enjeu. 3 jours pour retourner la situation. 3 jours pour sauver leur maison. 3 jours pour sauver leur vie. Abby, assise près de Max qui dormait profondément, serra la patte du chien entre ses mains. « On va se battre, Max », chuchota-t-elle. « Comme toi, on n'abandonnera jamais. » La petite maison de Harold devint en quelques heures le centre nerveux de toute une ville qui se réveillait. À mesure que la nouvelle se propageait que Calvin Reid avait tenté d'évincer illégalement les Mitchell, les habitants de Pinnerest commencèrent à affluer. Pas pour du scandale, mais pour offrir leur aide. Madame Winters arrive la première, portant sous le bras de vieux albums de la Société historique, témoin visuel de ce qu'était Pinnerest avant les projets de Reid. Puis ce fut M. Gunderson, l'ancien charpentier, qui se présenta avec sa caisse à outils cabossée. « La maison des Mitchell mérite d'être remise debout », grogna-t-il. « Pas rasée pour construire un centre commercial. » Bientôt, la petite cour fut envahie par des voisins armés de marteaux, de scies et de bonnes intentions. Chacun avait quelque chose à raconter, une menace, une pression, une tentative d'achat forcé orchestrée par Reid. Le tissu invisible de la communauté, que Reid avait cru détruit, se retissait sous ses yeux. À l'intérieur, Frank et James planchaient sur la stratégie. Ils devaient convaincre le conseil municipal de suspendre définitivement les transactions liées au projet de Reid. Harold, de son côté, compilait méthodiquement les témoignages, épaulé par Madame Winters. Quant à Max, malgré sa blessure, il suivait tout cela du regard, sa tête posée sur les genoux d'Ethan ou d'Abby selon les moments. Sa présence, tranquille mais intense, semblait insuffler courage et détermination à tous ceux qui entraient dans la maison. Le soir venu, alors que les dernières réparations improvisées s'achevaient sous les lueurs des lampes tempêtes, Harold prit la parole debout au milieu du salon transformé en quartier général. « Demain matin, il y aura une réunion d'urgence du conseil municipal », annonça-t-il. « Ce sera notre seule chance de faire entendre notre voix. » Il se tourna vers James. « Tu dois être celui qui parlera. » James se redressa, son regard croisant celui de Sarah, d'Ethan, puis d'Abby. Il savait qu'il n'avait plus le droit de fuir. Plus maintenant. « Je parlerai », affirma-t-il d'une voix ferme. La nuit fut courte. À l'aube, tandis que la neige craquait sous les bottes et que la buée s'échappait en nuages des bouches, les habitants de Pinnerest convergèrent vers la vieille mairie. Plus de monde qu'on en avait vu depuis des années. Dans la grande salle gelée, le maire Knowles, flanqué des conseillers municipaux, lança la séance d'une voix mal assurée. Calvin Reid, accompagné d'une avocate au tailleur impeccable, occupait la première rangée, son sourire froid, aussi tranchant qu'une lame de rasoir. « Monsieur Reid a la parole en premier, étant donné son statut de principal investisseur », déclara Knowles. Reid s'avança, confiant. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je comprends l'attachement émotionnel que certains d'entre vous peuvent avoir à certaines propriétés historiques, mais l'avenir de Pinnerest repose sur l'innovation, sur le développement économique. Il agite quelques documents. Voici les projections économiques, création d'emplois, hausse des revenus fiscaux, modernisation des infrastructures, vous avez tous à y gagner. » Son regard glissa brièvement sur James et Harold, méprisant. « Il est temps d'avancer. » Un murmure désapprobateur parcourut la salle. Le maire jeta un coup d'œil anxieux à la foule. « Merci, monsieur Reid. Nous allons maintenant entendre James Mitchell. » James s'avança, chaque pas résonnant sur le vieux parquet. Il ne parla pas immédiatement. Il laissa son regard balayer la salle, croisant des visages familiers, des regards pleins de questions, de peur mais aussi d'espoir. « Il y a 4 ans, dit-il enfin, sa voix claire, résonnant dans le silence, « ma famille a été brisée par des accusations que nous n'avons jamais pu contester. Nous avons tout perdu. Notre maison, notre honneur, notre place dans cette communauté. » Il sortit de sa veste le dossier préparé par Harold et Frank. « Aujourd'hui, nous avons des preuves que Calvin Reid a orchestré ces événements pour s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. » Un silence tendu tomba. Reid se raidit, son sourire se figeant. James poursuivit, chaque mot lourd de vérité. Des relevés bancaires, des connexions informatiques, des transferts offshore, tout mène à lui. Il montra la foule. Mais au-delà des documents, il y a ce qu'il a fait à chacun d'entre vous. Les menaces, les pressions, les promesses vides. Madame Winter se leva brusquement. Il a voulu couper les fonds de la bibliothèque si je ne soutenais pas son projet. Monsieur Gunderson, le vieil artisan, emboîta le pas. Il a essayé de faire fermer mon atelier, d'autres voix s'élevèrent.
Un par un, les habitants de Pinnerest racontèrent comment Reed avait méthodiquement tenté d'acheter ou de détruire tout ce qui se dressait sur son chemin. Le maire Knowles, blême, échangea un regard nerveux avec ses conseillers. « Assez !» tonna Reed, incapable de contenir sa rage. « Ce sont des mensonges, de la diffamation !» Le shérif Denton, jusque-là resté en retrait, s'avança alors, une liasse de documents à la main. « Ce n'est pas de la diffamation, monsieur Reed. C'est une enquête officielle du département des crimes financiers de l'État. » Il tendit à Reed une citation à comparaître. Un murmure parcourut la foule. Reed, écumant de rage, tenta de protester. Mais deux officiers en civil présents dans la salle s'approchèrent. « Monsieur Reed, déclara l'un d'eux, nous vous invitons à nous suivre pour un interrogatoire formel. » À cet instant précis, Max, resté au fond de la salle, se redressa péniblement. Malgré sa blessure, il avança lentement, son regard fixé sur Reed. Quand il passa devant James, le chien s'arrêta un instant, effleurant la main de son maître, comme pour lui transmettre toute la force tranquille accumulée durant ces années de veille. Puis il avança, digne et silencieux, vers la sortie. Et ce jour-là, dans la vieille mairie de Pinnerest, chacun comprit sans qu'un mot ne soit prononcé que la loyauté de Max avait fait plus pour sauver cette ville que n'importe quel discours ou document officiel. Le calme revint dans la salle du conseil après le départ brutal de Calvin Reed, escorté par les agents de l'État. Une lourde chape de tension sembla se lever, remplacée par un murmure d'espoir nouveau. Pendant un instant suspendu, tout le monde fixa Max qui s'était assis tranquillement près de la porte, son regard vigilant balayant la salle comme s'il s'assurait que la menace avait bien disparu. Le maire Knowles, visiblement ébranlé, reprit la parole, sa voix moins assurée qu'au début de la réunion. Compte tenu des éléments nouveaux et des témoignages que nous avons entendus, je propose que nous suspendions immédiatement toutes les transactions immobilières liées au projet de développement de M. Reed, jusqu'à la conclusion de l'enquête en cours. Les conseillers municipaux, après un rapide échange de regards, votèrent unanimement en faveur de la suspension. Un tonnerre d'applaudissements éclata, emplissant la salle glacée d'une chaleur inattendue. Les habitants de Pinnerest se levèrent, certains pleuraient discrètement, d'autres serraient la main de leurs voisins. James, encore abasourdi, sentit la main de Sarah glisser dans la sienne. Elle lui adressa un sourire timide, un sourire qui disait « Nous avons survécu ». Ethan accourut vers eux, le visage rayonnant, suivi d'Abby qui, malgré tout ce qu'elle avait vécu ces dernières semaines, semblait porter le poids du monde en moins sur ses frêles épaules. À cet instant, alors que la communauté se rassemblait autour des Mitchell, Max se redressa lentement et, d'une démarche hésitante mais résolue, rejoignit James. Il s'assit à ses pieds, levant vers lui des yeux pleins d'une confiance infinie. James se pencha pour caresser son fidèle compagnon. « C'est toi qui nous as ramenés ici », murmura-t-il. Plus tard, alors que la foule se dispersait lentement sous la lumière blafarde d'un hiver tardif, les Mitchell et leurs amis restèrent un moment sur le perron de la vieille mairie. Le vent froid balayait la rue principale, mais dans leur cœur, un feu nouveau avait été allumé. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Ethan, sa main posée sur l'échine de Max. James échangea un regard avec Sarah. Il aurait voulu lui promettre que tout serait simple à partir de maintenant. Mais il avait appris, au prix fort, que la vie ne se laissait jamais apprivoiser aussi facilement. « On va reconstruire », répondit-il doucement. « Pas seulement notre maison, mais tout ce qui a été brisé. » Sarah hocha la tête. « Et cette fois, ensemble. » Frank et Harold s'approchèrent, l'air grave mais satisfait. « Vous avez un soutien massif dans la ville ?» dit Frank. « Plus personne ne veut de Reed ici. Et une fois l'enquête terminée, son empire de pacotille s'effondrera complètement. » Harold renifla bruyamment. Ce chien a fait plus pour cette ville en restant assis sur ce fichu perron qu'aucun politicien n'a jamais fait. Tous éclatèrent de rire, un rire franc, libérateur. Dans les jours qui suivirent, Pinnerest se transforma. Les voisins se rassemblèrent pour restaurer la Mitchell House. Ils réparèrent les fenêtres brisées, repeignirent les volets, nettoyèrent les débris accumulés pendant des années. Chacun apportait quelque chose. Un seau de peinture, une tarte maison, un peu de son temps. Max, bien que convalescent, supervisait les travaux depuis un tapis installé sur la véranda. Par moments, il somnolait au soleil hivernal, ses oreilles s'agitant au moindre bruit suspect, fidèle à son rôle de protecteur. La maison reprenait vie, et avec elle, les Mitchell aussi. James retrouva du travail rapidement grâce à Martin Guthrie, qui l'embaucha comme consultant financier à la banque voisine. Sarah fut engagée comme institutrice suppléante à l'école primaire de Pinnerest.
Quant à Ethan, il s'adapta mieux que quiconque, trouvant sa place dans une communauté qui, désormais, avait appris à voir au-delà des rumeurs. Et puis, il y avait Abby. Chaque jour après l'école, elle traversait la rue pour passer du temps avec Max, lisant à haute voix près de lui, partageant ses secrets d'enfant, ses espoirs, ses rêves. Le lien qui s'était formé entre eux était indéfectible. Le printemps arriva lentement sur Pinnerest. Les dernières neiges se retirèrent, laissant place aux premières pousses d'herbe. Les pommiers bourgeonnèrent, les rues se remplirent à nouveau de vie. Et sur le perron de la Maison Dorée, Max continuait sa veille. Mais cette fois, son regard ne scrutait plus l'horizon avec inquiétude. Il observait les allées et venues de ceux qu'il aimait, rassurés par leur présence, enfin comblés. Un après-midi, alors qu'Abby lisait un livre tout en caressant distraitement l'oreille de Max, Ethan s'assit à ses côtés. « Tu crois qu'il savait que ça finirait bien ?» demanda-t-il soudain. Abby réfléchit un instant avant de répondre. « Je crois qu'il n'a jamais arrêté de croire que ça finirait bien, même quand personne d'autre n'y croyait. » Max leva doucement la tête comme pour approuver. Ils sourirent tous les deux, un sourire complice, empreint de la certitude silencieuse que certaines choses, la fidélité, l'amour, l'espoir, ne se perdaient jamais, même au milieu des tempêtes les plus longues. Les semaines passèrent, et la vie à Pinnerest reprit un cours nouveau, plus doux, plus solidaire. Là où Calvin Reed avait semé la division et la méfiance, le retour des Mitchell et la fidélité de Max avaient, contre toute attente, semé l'unité. Un matin d'avril, alors que les premières fleurs s'épanouissaient dans les jardins encore humides, une cérémonie improvisée fut organisée devant la mairie. Un panneau fut installé, fraîchement peint, par les enfants de l'école. « Bienvenue à la maison, famille Mitchell, bien merci à Max, le gardien de Pinnerest. » La foule était nombreuse ce jour-là. Des visages marqués par les saisons, par la dureté de la vie montagnarde, mais aussi illuminés par une fierté nouvelle. Tous étaient devenus, pour honorer un chien, un symbole vivant de la persévérance, de la loyauté et de l'amour inconditionnel. Max, allongé à l'ombre d'un érable, observait paisiblement la scène. Il semblait presque comprendre que tout cela était pour lui, bien qu'il n'en réclamât rien. Pour Max, sa mission n'avait jamais été de recevoir des honneurs, il avait simplement attendu, parce que son cœur ne connaissait pas d'autre voie que celle de la fidélité. James, Sarah et Ethan montèrent sur l'estrade improvisée. James prit la parole, sa voix empreinte d'émotion. « Quand nous sommes revenus ici, nous pensions que tout était perdu. Mais Max, lui, n'a jamais abandonné, ni sa maison, ni sa famille. Il a cru en nous alors même que nous n'y croyions plus nous-mêmes. » Il marqua une pause, luttant pour maîtriser l'émotion qui serrait sa gorge. « Aujourd'hui, grâce à lui, grâce à chacun d'entre vous, nous avons retrouvé non seulement notre maison, mais notre foi en cette communauté. » Sarah essuya discrètement une larme, tandis qu'Ethan caressait doucement la tête de Max. Puis ce fut Harold Baker qui prit la parole contre toute attente. « Je vais pas mentir, grogna-t-il. J'ai longtemps pensé que ce fichu chien était juste un problème. Un rappel constant d'un passé qu'on voulait oublier. Mais j'avais tort ?» Il s'éclaircit la gorge. « Max nous a montré que certaines choses valent la peine d'être protégées, même quand c'est difficile. Même quand tout le monde vous a oublié. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Les têtes s'inclinèrent respectueusement vers le vieux chien. Après les discours, ce fut au tour d'Abby de s'approcher timidement. Elle portait dans ses mains un collier tout neuf, gravé d'une médaille brillante. Elle s'accroupit devant Max et fixa la médaille à son collier. « Pour Max », lut-elle d'une voix douce, le chien qui n'a jamais cessé d'espérer. Max leva la tête, ses yeux sombres brillants sous le soleil de printemps. Il donna un léger coup de museau dans la main d'Abby, déclenchant un rire ému dans l'assemblée. La fête se poursuivit toute l'après-midi. Il y eut des jeux, des chansons, des souvenirs partagés. Pinnerest n'avait jamais connu une célébration aussi sincère, aussi simple et vraie. À mesure que le soleil déclinait derrière les montagnes, baignant la ville d'une lueur dorée, Max resta sur son perron, entouré de ceux qu'il aimait, ceux qui l'avaient attendu. Pour lui, il n'y avait jamais eu de doute. Quelques jours plus tard, une autre bonne nouvelle arriva. Le bureau du procureur général envoya une notification officielle. Toutes les charges pesant contre James Mitchell étaient définitivement abandonnées. Mieux encore, une enquête complète serait ouverte pour examiner les responsabilités dans la manipulation des preuves 4 ans auparavant. James tint la lettre entre ses mains, la relisant encore et encore, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. « C'est fini », murmura-t-il à Sarah. « Cette fois, pour de bon. » Elle l'embrassa doucement sur la joue. « Ce n'est que le début, répondit-elle, et elle avait raison.
La vie reprit ses droits. James reprit son travail, plus déterminé que jamais à utiliser son expertise pour construire, non pour détruire. Sarah trouva rapidement un poste fixe à l'école. Ethan, lui, s'épanouissait chaque jour davantage, entouré d'amis, jouant au baseball dans les prés au pied des montagnes. Quant à Max, il continua d'être le cœur battant de la famille. Chaque matin, il accompagnait James jusqu'à la boîte aux lettres, sa démarche encore légèrement boiteuse mais son regard aussi vif qu'au premier jour. Chaque soir, il somnolait au pied du canapé, toujours positionné de façon à voir chaque membre de la famille. La routine reprit, douce et précieuse, et pourtant, quelque chose avait changé à jamais, une reconnaissance silencieuse, partagée entre tous ceux qui avaient compris que la fidélité pouvait, à elle seule, changer le destin d'un homme, d'une famille, d'une ville entière. Car Max n'était pas qu'un chien. Il était la mémoire vivante d'un serment silencieux. « Je t'attendrai, peu importe combien de temps cela prendra. » Le printemps s'épanouissait pleinement sur Pinnerest, inondant la vallée de parfums d'herbes fraîches et de fleurs sauvages. Chaque jour semblait un peu plus lumineux, un peu plus vivant. Dans cette renaissance discrète, la maison des Mitchell brillait d'une nouvelle fierté. Son perron rénové, ses volets repeints d'un jaune pâle éclatant, comme un phare discret dans cette petite ville qu'ils avaient failli perdre. Un après-midi de mai, alors que les montagnes découpaient un ciel d'un bleu éclatant, un événement inattendu rassembla à nouveau la communauté. L'inauguration officielle du parc commémoratif Max. C'était une idée d'Abby, bien sûr. Avec l'aide de Madame Winters et de Frank, elle avait lancé une pétition pour transformer le vieux terrain vague derrière l'école en un parc dédié aux chiens et aux enfants. Un endroit où la fidélité, la patience et l'espoir seraient à jamais honorés. Le jour de l'inauguration, toute la ville semblait avoir convergé vers le nouveau parc. Une banderole colorée flottait dans le vent. Merci Max, pour nous avoir rappelé ce qui compte vraiment. Au centre du parc, un petit monument en pierre avait été érigé. Sur la plaque, on pouvait lire « À Max, le gardien silencieux, celui qui a su attendre quand tout le monde avait abandonné. Pinnerest ne t'oubliera jamais. » James et Sarah se tenaient côte à côte, leurs bras entrelacés, regardant leur fils courir avec les autres enfants autour du terrain de jeu flambant neuf. Ethan lançait une balle, et Max, fidèle malgré son âge et sa blessure, trottinait derrière avec un enthousiasme tranquille. Abby rejoignit James et Sarah, un sourire éclatant sur le visage. « Il mérite bien plus encore » déclara-t-elle en observant Max qui ramenait fièrement la balle à Ethan. « Il a déjà ce dont il a toujours rêvé » répondit doucement Sarah, ses yeux brillants d'émotion. « Sa famille » ajouta James posant la main sur l'épaule d'Abby. Le maire Knowles, visiblement repentant, fit un bref discours dans lequel il reconnut publiquement ses erreurs et remercia Max et la communauté pour avoir sauvé l'âme de Pinnerest. Puis, dans une simplicité émouvante, Ethan s'avança, tenant Max par la laisse. Le garçon s'éclaircit la gorge, ses joues rougissant sous le regard attentif de l'assemblée. « Max nous a montré qu'attendre, ce n'est pas être faible, » dit-il d'une voix tremblante mais claire. « C'est croire que l'amour vaut la peine d'être attendu, même si ça prend longtemps. » Un silence respectueux suivit ces mots. Certains essuyèrent discrètement des larmes. Même Harold Baker, qui prétendait toujours être insensible, détourna les yeux. Quand la fête battit son plein, Max se laissa choyer par tous. Des enfants le câlinaient, des anciens lui offraient des friandises, des voisins le saluaient comme un vieil ami revenu de loin, et Max, dans toute sa dignité tranquille, acceptait ces marques d'affection sans fanfaronnade, comme si tout cela allait de soi. Le temps continua de filer. L'été apporta des journées longues et chaudes, ponctuées de barbecues, de matchs de baseball improvisés et de veillées au coin du feu. Chaque soir, sur le perron de la maison Mitchell, on pouvait voir la même image réconfortante. Max, étendu près de la balustrade, veillant sur sa famille. Parfois, il levait la tête, guettant un bruit, une odeur portée par la brise. Mais ce n'était plus l'attente désespérée d'autrefois. C'était la vigilance sereine de celui qui sait que tout ce qu'il aime est désormais à l'abri. Parfois, Ethan s'asseyait à ses côtés, lisant à voix haute les histoires qu'Abby lui prêtait. Parfois, c'était Abby elle-même qui venait, s'asseyant en tailleur près de Max, racontant ses rêves d'avenir, de devenir vétérinaire ou écrivaine, ou peut-être les deux. Et Max, le fidèle Max, écoutait toujours, ses yeux intelligents brillant sous les étoiles. Une nuit d'août, alors que la Voie lactée s'étirait en une rivière lumineuse au-dessus des montagnes, Abby demanda à James « Tu crois que Max sait à quel point il est important pour nous ?» James, assis sur la balancelle du porche, répondit sans hésiter.
Je crois qu'il n'a jamais eu besoin de savoir. Il l'a toujours ressenti, comme nous ressentons qu'il sera toujours avec nous, même longtemps après. Un silence paisible s'installa, ponctué seulement par le chant lointain d'un hibou. Max, blotti au pied de ses proches, leva la tête vers le ciel étoilé, et dans cet instant suspendu, il sembla que toute la vallée respirait à l'unisson avec lui, rendant hommage à un vieux chien dont la patience silencieuse avait su ramener l'espoir dans un monde qui en manquait tant. L'automne vint en glissant sur Pinnerest avec une douceur dorée, comme si la nature elle-même voulait prolonger la paix retrouvée. Les feuilles se teintaient de rouge et d'or, les matinées devenaient fraîches, et le vent emportait avec lui une odeur de bois brûlé et de terre humide. Max, vieillissant mais toujours vaillant, semblait savourer chaque instant de cette nouvelle vie. Sa démarche s'était alourdie, son museau grisonnait davantage, mais sa présence restait aussi forte, aussi essentielle que le vent dans les pins ou la neige sur les montagnes. James et Sarah, désormais pleinement réintégrés dans la vie de Pinnerest, avaient pris l'habitude d'organiser des repas communautaires. Chaque dimanche après-midi, la maison Mitchell s'emplissait de rires, de conversations animées, d'enfants courant pieds nus dans le jardin et d'odeurs alléchantes de tartes et de viande grillée. Harold Baker, qui avait longtemps vécu en reclus, assistait désormais à chaque réunion, assis sur son vieux fauteuil de camping, son regard souvent posé sur Max avec une tendresse bourrue qu'il ne cherchait même plus à cacher. Abby, elle, avait noué avec Ethan une amitié solide, faite de promenades en forêt, de jeux et de confidences échangées sous les étoiles. Un après-midi de septembre, alors que le soleil déclinait derrière les montagnes, Abby proposa une idée audacieuse. « Et si on écrivait un livre sur Max ?» lança-t-elle en caressant distraitement le vieux chien allongé à ses pieds. Ethan, enthousiasmé, bondit presque de sa chaise. « Oui, on pourrait raconter toute son histoire, tout ce qu'il a fait pour nous. » Sarah sourit, attendrie par leur enthousiasme. Ce serait une belle façon de rendre hommage à ce qu'il représente. Pas seulement pour nous, mais pour toute la ville. James hocha la tête. Et peut-être aussi pour rappeler aux gens que parfois, la fidélité d'un cœur silencieux vaut plus que toutes les promesses du monde. Ils passèrent des semaines à rassembler les souvenirs. La première apparition de Max sur le perron, son refus obstiné de quitter la maison, l'amitié timide avec Abby, la bataille contre Reed, la réunion miraculeuse, chaque détail trouvait sa place dans leur récit commun. Madame Winters, passionnée par l'histoire locale, leur proposa même de présenter le livre au Festival du livre de Missoula l'année suivante. Le projet insuffla une énergie nouvelle à toute la famille. Max, lui, continuait d'accomplir son devoir silencieux, chaque jour, chaque nuit, même lorsque ses pattes devenaient lourdes, même lorsque l'arthrite lui arrachait des gémissements discrets. Il restait fidèle à son poste, veillant de ses yeux sages sur ceux qu'il avait si longtemps attendus. Un soir, alors que l'air devenait plus mordant et que les premières gelées blanchissaient les toits, Abby s'assit près de Max sur le porche. Elle s'enroula dans une couverture, posa sa main sur la tête du vieux chien et chuchota « Tu n'as plus besoin de t'inquiéter, tu sais, on est là, et on ne partira plus jamais. » Max répondit en posant sa tête lourde sur ses genoux, poussant un soupir profond et satisfait. À cet instant précis, Abby comprit que pour Max, le périple était terminé. La mission, commencée 4 ans plus tôt dans la solitude glacée, était enfin accomplie. Il n'y avait plus rien à attendre, il n'y avait plus qu'à vivre. Les premières neiges de novembre recouvrirent doucement Pinnerest, transformant la ville en un tableau immaculé. La maison des Mitchell, solidement debout, accueillait l'hiver avec ses volets jaunes éclatants et son perron rénové. À l'intérieur, une douce chaleur régnait. Le feu crépitait dans l'âtre, Ethan faisait ses devoirs sous l'œil attentif de Sarah, et James préparait le dîner. Max, fidèle à lui-même, dormait devant la cheminée, ses rêves peuplés sans doute de visages aimés et de paysages familiers. Dehors, dans la rue enneigée, les décorations de Noël commençaient à apparaître. Les habitants de Pinnerest, unis plus que jamais, s'apprêtaient à fêter la première fin d'année d'une ère nouvelle, une ère marquée par la résilience, la loyauté et l'amour. Un soir, lors d'un dîner où Harold, Frank, Abby et d'autres voisins étaient présents, le sujet de Max revint sur la table. « Il faudrait lui faire une vraie fête d'anniversaire », proposa Ethan avec enthousiasme. « Même si on ne connaît pas exactement sa date de naissance, on pourrait célébrer le jour où il nous a retrouvés. » Un murmure d'assentiment parcourut la pièce. « Une fête pour Max », confirma James en levant son verre. « Pour l'amour qui ne renonce jamais. »
Ils trinquèrent tous ensemble dans un éclat de rire sincère, tandis que Max, réveillé par le bruit, leva brièvement la tête, ses yeux bruns pétillants d'une sagesse tranquille, avant de se rendormir, le cœur apaisé. Dans la tempête, il avait attendu. Dans la solitude, il avait espéré. Et maintenant, dans la chaleur retrouvée de sa famille, Max vivait enfin pleinement. L'hiver s'installa pleinement sur Pinérest, apportant avec lui des paysages de contes, des odeurs de cannelle et de pin, et des soirées passées à l'abri, entourées de rires et de souvenirs. Chaque maison semblait être une île de lumière dans la mer glacée des montagnes. Et nulle part, cette chaleur humaine n'était plus palpable que chez les Mitchell. La veille de Noël, la maison était remplie de l'odeur du pain d'épices et du bois brûlé. Dehors, la neige tombait en silence, étouffant tous les bruits, enveloppant le monde d'une paix fragile. Dans le salon, le sapin décoré scintillait et sous ses branches se trouvait une petite pile de cadeaux soigneusement emballés. Mais le plus précieux des trésors était étendu devant la cheminée. Max, profondément endormi, son souffle régulier soulevant doucement son flanc, marqué par la vie. Ethan s'assit à côté de lui, posant doucement une couverture sur son vieux compagnon. « Tu sais, Max, murmura-t-il, c'est notre premier vrai Noël, ensemble. » Max ouvrit un œil, leva légèrement la tête, puis se rendormit dans un soupir de contentement. Abby, qui avait rejoint les Mitchell pour la soirée, s'installa près d'Ethan. « Tu crois qu'il rêve ?» demanda-t-elle doucement. Ethan sourit. « Je pense qu'il rêve de nous. » Autour d'eux, les adultes partageaient histoires et souvenirs, riant à voix basse, profitant de cette paix si chèrement gagnée. Harold Baker, assis dans son fauteuil habituel, observait la scène avec une satisfaction silencieuse, son regard se posant de temps à autre sur Max. « Ce chien, dit-il d'une voix rauque, il nous a ramenés à l'essentiel. » Frank approuva d'un signe de tête. Il nous a rappelé que parfois, il faut juste croire, même quand tout semble perdu. James se leva, un verre à la main. « À Max », déclara-t-il d'une voix tremblante d'émotion, qui nous a attendus plus patiemment que nous le méritions, qui nous a appris que l'amour ne connaît ni le temps, ni l'oubli. Tous levèrent leurs verres, leurs regards brillants dans la lumière tamisée. « À Max », répétèrent-ils en chœur. La neige continuait de tomber dehors, recouvrant doucement le monde d'une promesse silencieuse. Celle d'un renouveau, d'un avenir construit sur des fondations solides, sur la fidélité, l'espoir et l'amour. Quelques mois plus tard, au début du printemps, Max fit son dernier voyage. Ce fut paisible, comme tout ce qu'il avait accompli dans sa vie. Il s'endormit un après-midi, allongé sur le perron de la maison Mitchell, baigné par la lumière dorée du soleil couchant, entouré des voix aimées, du parfum de l'herbe nouvelle, des rires d'enfants jouant dans la cour. Ethan, Abby, James, Sarah et Harold étaient là, chacun posant une main sur lui, l'accompagnant de leur amour jusqu'à son dernier souffle. Il partit sans douleur, sans peur, sachant que sa mission était accomplie. La tristesse fut immense, comme une mer déchaînée, mais elle fut adoucie par la gratitude infinie pour tout ce qu'il avait apporté. Pinérest lui rendit hommage comme à l'un des siens. Le jour de la cérémonie, tout le village se rassembla dans le parc qui portait son nom. Une petite stèle fut ajoutée au monument, gravée de simples mots « Max, gardien fidèle, ami éternel, 2017 à 2025 ». Sous les cerisiers en fleurs, James prit la main de Sarah, tandis qu'Ethan s'agenouillait devant la pierre posant une fleur sauvage sur la tombe de son meilleur ami. « Merci », murmura le garçon, les larmes brillant dans ses yeux, mais un sourire sur les lèvres. Car Max n'était pas vraiment parti. Il vivait dans chaque coin de la maison, dans chaque rire d'enfant, dans chaque élan de solidarité qui unissait à nouveau Pinérest. Son héritage n'était pas seulement dans les souvenirs, mais dans la renaissance même de leur communauté. Année après année, au fil des saisons, Pinérest grandit, prospéra, mais jamais elle n'oublia. Chaque printemps, lors du festival local, une course de chiens était organisée en l'honneur de Max. Les enfants lisaient son histoire à la bibliothèque municipale. Le vieux banc du parc, là où il aimait somnoler, était toujours occupé par ceux qui cherchaient un moment de paix. Et sur le perron de la maison Mitchell, un nouveau chien, adopté par Ethan et Abby quelques mois après, montait la garde. Il n'était pas là pour remplacer Max, car certains liens sont irremplaçables, mais pour perpétuer son esprit. Son nom, Faith. Un hommage silencieux à celui qui, sans jamais rien demander en retour, avait enseigné à toute une ville que certaines choses valent la peine d'être attendues.
Et à chaque coucher de soleil, lorsque les ombres s'allongeaient sur les collines dorées, ceux qui prenaient le temps de regarder voyaient une silhouette assise fièrement sur le perron, veillant encore, toujours, car certains amours, certaines fidélités sont éternelles. Et Max, fidèle jusqu'à son dernier souffle, continuerait de veiller sur Pinerest aussi longtemps que le vent soufflerait sur les montagnes. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Laissez un like et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci. On se retrouve très bientôt.